Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Levée des sanctions contre le Mali, le Burkina Faso, mais également la Guinée-Conakry. Au Mali, la CEDEAO a mis un terme à l'embargo sur les transactions financières, mais également commerciales. Une décision qui arrive après de multiples pressions. D'ailleurs, ces pressions, pour plusieurs, n'ont pas influencé les décisions stratégiques des autorités en place. Comment lever des sanctions contre de la CEDEAO à l'endroit du Mali? Comment expliquer donc cette décision? Est-ce un échec de la part de la CEDEAO ou alors la CEDEAO a voulu dorénavant entretenir plutôt des relations assez pacifiques? La CEDEAO a-t-elle le droit ou alors a-t-elle le pouvoir d'enjoindre le Mali concernant la non-participation, la décision de non-participation des militaires aux prochaines échéances électorales? Mesdames, Messieurs, un autre sujet qui suscite colère et indignation, c'est le redéploiement de l'opération militaire Barkhane au Niger. Après le Mali, direction le Niger, les populations s'insurgent contre cela. Pour ces populations, l'opération Barkhane a montré ses limites. Elle n'a été, autant pour moi, que source de division, mais également de tension. Comment expliquer ce redéploiement militaire de l'opération Barkhane au Niger? Pourquoi le maintien même de Barkhane dans le Sahel? Le Niger est-il devenu le nouvel espoir de la France pour reconquérir l'Afrique? Pour en parler, des experts de haute volée. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir, Monsieur Gamal Abina. Bonsoir, vous m'entendez? Nous vous recevons. Là, très bien, merci encore pour l'invitation. Et puis aujourd'hui, c'est un jour spécial, donc comme tous les Algériens, il y en a beaucoup sur le plateau aujourd'hui. Vive l'indépendance de l'Algérie, les 60 ans. Tahia al-Jazair, je traduis, vive l'Algérie. On a manifesté aujourd'hui une véritable fête de l'indépendance qui était digne et qui n'a pas été le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a une vraie Algérie qui se relève. Merci infiniment et très heureuse de vous retrouver d'ailleurs, Monsieur Gamal Abina. Vous êtes internationaliste. Madame Linda Labawi, bonsoir. Bonsoir, et moi c'est pareil, je dis vive l'Algérie, vive l'Afrique, et j'espère que l'Afrique se libérera bientôt, et j'espère que la participation algérienne sera de masse, et comme ça on pourra respirer, on va se débarrasser de Barkhane, on va se débarrasser de la CEDEAO. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Monsieur Tefous Men, bonsoir. Monsieur Tefous Men, bonsoir. Alors, bonsoir, Madame Kepel. Je vous remercie pour l'invitation. Oui, je vous écoute. Allô? Nous vous recevons, Monsieur Tefous Men. Alors, on rappelle aux téléspectateurs que Monsieur Tefous Men... Nous vous recevons. Merci infiniment pour votre disponibilité. Vous êtes journaliste, mais également expert en questions... Donc, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir une fois de plus, Monsieur Tefous Men. Bonsoir, bonsoir et merci encore. Merci encore. D'accord. Vous êtes journaliste, mais également expert en questions internationales. Monsieur Souleymane Hamzat, bonsoir. Activez votre micro. Nous ne vous recevons pas. Alors, le temps de permettre à Monsieur Souleymane Hamzat, voilà. Nous vous recevons. Parfait. Bonsoir Madame Kapine, bonsoir à mes copanélistes, plus particulièrement à Madame Larbaoui. Un grand big up au peuple algérien qui a démontré aujourd'hui à la face du monde comment fêter véritablement une indépendance. Tout mon respect à ce grand peuple, ce vaillant peuple, à ses dirigeants et surtout à sa population. Merci. Merci également d'être là. Merci pour votre disponibilité, Monsieur Souleymane Hamzat. Vous êtes, voilà, vous êtes expert en questions sécurité. J'y arrive finalement. Alors, très rapidement, Monsieur Gamal Abina, la CEDEAO a mis un terme à l'embargo sur les transactions financières, mais également commerciales, non-événements, ou alors ces sanctions économiques ont eu un impact sur l'économie de l'État du Mali.
Évidemment, il y a eu un impact sur l'économie de l'État du Mali, mais pas seulement. En règle générale, quand on prend les sanctions de la part de pays pauvres, c'est pas les pays riches, bah, les plus pauvres souffrent. Et effectivement, l'intégration régionale, qui était assez faible en vérité, hein, c'est pas les grands échanges qui se font au niveau frontalier, était destinée à fragiliser l'État malien, à Assimi Goïta. Mais il se trouve que, entre-temps, il y a eu une discussion par rapport à la transition démocratique qui est réclamée pas par les Maliens, mais par le reste de la région. C'est pas tous des démocrates, mais bon, bref. Et il se trouve qu'il a dit qu'ils ont révisé un petit peu leurs ambitions à la baisse par rapport aux 5 années de transition. Et au-delà de ça, effectivement, les sanctions ayant un double impact, et ben les pays de la région commencent à souffrir. Je parle du Burkina, je parle de tout ce qui est limitrophe du Mali, parce que la conséquence des sanctions en général, comme ce qu'on voit avec l'Europe et la Russie, quand on sanctionne un pays, en général, on se sanctionne aussi. L'intégration régionale, économique et mondialisation des échanges fait que c'est difficile. Et l'autre aspect qui est en ligne de compte, c'est que les Maliens ont démontré, avec les mois et les semaines qui sont passés simplement, que les opérations commencent à porter leurs fruits, que la relation, le partenariat avec la Russie, qui est une relation extrêmement habile, puisque les Russes aujourd'hui sortent réellement du bois, ils ont démontré qu'ils ont pris un partenaire sérieux et que les autres pays de la région commencent à se poser la question de savoir si ce partenaire finalement serait pas plus sérieux que les Européens qui considèrent encore que c'est un précaré, particulièrement les Français. D'ailleurs, Emmanuel Macron vient d'annoncer aujourd'hui, enfin c'est général, qu'ils vont bientôt finir par quitter totalement le Mali d'ici la fin de l'été, pour des raisons à la fois politiques et économiques. La France ne peut plus maintenir des forces étrangères à l'extérieur. Macron étant un homme d'affaires, un banquier avant toute chose, il fait un calcul, le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous, ça n'intéresse plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ces sanctions ne pouvaient pas durer parce que les rapports de force ont changé au niveau international et que les Maliens ont fait un pari qui semble être le gagnant. Alors, merci pour ce premier jet d'intervention, Monsieur Damanadina. Alors, Madame Linda Labaoui, le Mali doit-il se réjouir de cette résolution prise par les dirigeants ouest-africains dimanche dernier? C'est une victoire du Mali, du peuple malien. C'est une véritable victoire. Le Mali, depuis bientôt 2 ans, ou même je pense que ça a dépassé un peu, surtout depuis que Monsieur Assimi Goïta donc a récupéré le pouvoir avec le gouvernement actuel, donc ce que la France appelle le deuxième coup d'État. Les Maliens ont tenu bon. Les Maliens sont restés derrière leur armée. Les Maliens sont restés solidaires. Les Maliens ce sont à chaque fois que il y a eu des sanctions, ou à chaque fois qu'il y a eu des critiques, ou à chaque fois qu'on a attaqué leur armée, ils sont sortis en masse pour montrer que, quel que soit le prix à payer, ils restent solidaires et ils veulent que la France quitte le Mali. Et ils cherchaient leur indépendance. Quoi qu'il en coûté, ce que disait Macron par rapport à certaines choses, eh ben les Maliens ont répondu aussi, quoi qu'il en coûte, nous voulons être libres, mais libres de tout. Donc suite à ça, il y a eu une solidarité, il y a eu aussi des pays qui se sont joints, des nouveaux pays comme la Mauritanie d'ailleurs, ou même on l'a vu aussi, malgré tous les problèmes qu'il y a en Tunisie, ils avaient ouvert l'espace aérien pour que le Mali puisse se fournir de quelques appareils militaires, tout ça. Donc ils ont eu la solidarité de quelques pays qui se sont manifestés au profit du peuple malien. Et bien évidemment, il y a l'amitié entre l'Algérie et le Mali et qui date depuis la guerre de libération de l'Algérie. Le Mali a soutenu l'Algérie et aujourd'hui c'est l'Algérie qui soutient le Mali. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel pour le peuple algérien, mais c'est aussi un jour exceptionnel pour tous ceux qui ont aidé les Algériens et je pense que les Algériens l'ont prouvé. Monsieur Ramdan Amamra, en espace de 2 mois, il avait fait 3 voyages au Mali. Il a prouvé ce soutien et les frontières que nous partageons ensemble, ce n'était pas que des frontières pour les armées, mais c'était aussi pour des aides autres comme nourriture, tout ça, quand le Mali s'est retrouvé vraiment rejeté par la CEDEAO. Donc aujourd'hui, c'est la victoire du peuple malien et je l'en félicite parce que il fallait faire face à ce néocolonialisme et cette force d'occupation qui s'appelle Barkhane, qui s'appelle Serval, qui s'appelle, on s'en fiche du nom,
mais c'est quand même une force d'occupation qui range l'Afrique et qui est carrément au centre. Et le Mali, c'est le centre de l'Afrique. Alors, Monsieur Souleymane Hamzat, pourquoi attendre plusieurs mois avant de lever ces sanctions? Y a-t-il un prétexte à cela? Bonsoir, Madame Kapine. Je constate au fait que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, ceux de la CEDEAO en particulier, ne connaissent pas les textes qui régissent, n'est-ce pas, l'organisation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous donne deux exemples. On ne peut enclaver en aucun cas, disons, mettre sous embargo en aucun cas un pays enclavé. C'est dans les textes de la CEDEAO. Ils ne l'ont pas respecté. De deux, on ne peut pas asphyxier financièrement un État enclavé comme le Mali. C'est aussi dans les textes de la CEDEAO. C'est vous dire que nos chefs d'État n'ont pas pris le soin et le temps, n'est-ce pas, qu'il leur fallait de lire les textes, pour lesquels d'ailleurs ils ont constitué cette communauté. Je voudrais saluer ici, comme mes prédécesseurs, la témérité, le courage, la bravoure du peuple malien qui est allé jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ces sanctions injustes et irresponsables qui lui ont été imposées. Mais il faudra aussi analyser et féliciter, d'une part, n'est-ce pas, le calme serein, c'est-à-dire le calme impressionnant du président malien, le président Assimi Goïta, saluer les réformes, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'économiques et politiques, et surtout militaires, qui ont conduit, n'est-ce pas, le régime actuel sur la durée de ces sanctions. Il faut reconnaître là, avec brio, n'est-ce pas, la capacité du régime malien à avoir tenu debout, parce que les salaires ont été payés de manière régulière, les primes militaires et les salaires militaires ont été versés, il y a même eu de l'argent pour acheter de l'armement, n'est-ce pas, équiper les forces, les former, les entraîner, et tout cela, je vous assure, cela, c'est de gros montants. Et sous embargo, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de l'Union européenne, il faut aller saluer quand même, n'est-ce pas, l'exploit qu'est celui des autorités maliennes et partant l'appui qu'est celui du peuple malien. Bravo! Nous sommes en fait, depuis que les sanctions ont été levées, mais il ne faut pas s'appesantir sur cet aspect, il faut aller jusqu'au bout, avoir les yeux et les oreilles grands ouverts, surtout qu'aujourd'hui les frontières sont ouvertes et que tout peut rentrer et tout peut sortir. Merci Monsieur Souleymane Hamzat pour cette première intervention. Alors Monsieur Tefous Men, quelles sont selon vous les motivations de cette décision des dirigeants ouest-africains? Mais écoutez, il y a eu quand même, on va voir, il y a eu la pression de certains présidents, dont celui du Togo, donc Faure Gnassingbé, qui est intervenu en faveur du Mali, qui entretient d'ailleurs d'excellentes relations avec le pouvoir en place en ce moment donc au Mali. Il y a eu aussi la société civile malienne avec les acteurs économiques qui se sont déplacés à Accra pour convaincre du bien fondé du procédé, ce qui a apparemment abouti. Il faut dire aussi que ces sanctions ont été contre-productives pour l'Afrique, dans essentiellement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Sachant que en Côte d'Ivoire, il y a une grande communauté malienne de commerçants qui, ma foi, ne pouvaient plus vendre et acheter dans les deux sens, bien sûr. Et vous avez aussi le Sénégal qui en a bavé par rapport aux taxes douanières qui étaient générées par rapport aux transactions commerciales et notamment des voitures. Et c'est ça qui a fait que la CEDEAO s'est rendu compte un peu de son erreur stratégique, même si la décision de la CEDEAO, donc quelque part, de sanctionner le Mali par rapport au renversement qui a été fait, c'était quand même une décision de principe, il faut le reconnaître. C'est en termes politiques, quand il y a un pays un groupe d'individus qui arrivent au pouvoir par des moyens, on va dire pas violents, mais par des moyens autres que ceux par la voie électorale ou démocratique, ce qui n'a pas été le cas avec le gouvernement actuel. Mais nous assistons quand même à une ère nouvelle
où les Africains, donc surtout les Maliens, prendront en main leur destin. C'est une ère nouvelle qui se dessine devant tous les Africains, y compris l'Afrique du Nord. C'est ce qui est important pour le continent. Il faudrait s'affranchir de ces puissances tutélaires qui ont régenté notre vie politique et économique, même après nos indépendances. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de gouvernants. On l'a vu, l'actuel chef du Mali, c'est un jeune. Donc, a priori, c'est un bonhomme qui est très conscient de la géopolitique, à savoir que le Mali détient quand même une réserve en or, qui est malheureusement détenue par la Roll Gold, d'une compagnie donc offshore qui détient l'or à 80%, et le Mali malheureusement à 20%. Il va falloir revenir sur tout ça pour pouvoir reprendre les choses en main. Et c'est ça qui fait que maintenant, on est devant des défis que les Africains doivent relever. Et pour revenir encore une fois à la CEDEAO, donc c'est inscrit un peu, si vous voulez, dans une logique économique, parce qu'il y a une réalité économique. Il fallait donc reprendre les choses en main et lever ces sanctions, parce que c'était carrément contre-productif pour tous les pays, encore une fois. Alors, Monsieur Gamal Abina, cette question, je vous la renvoie. Quelles sont, selon vous, les motivations de cette résolution? Motivation, c'est pas simplement que ça pouvait pas durer. J'ai des pressions qui s'exerçaient, qui n'était pas seulement le cas, là. Il y a aussi un questionnement intra-africain, à savoir qui donne les ordres. On sanctionne un pays qu'on considère comme une dictature supposée, le Mali. Effectivement, il y a eu un coup de force militaire, c'est pas le premier ni le dernier. On sanctionne moins durement une autre dictature installée qui est l'Égypte, qui était quand même un coup de force aussi, qu'on le veuille ou non, sur les standards démocratiques. On n'est pas dans la démocratie. Il y a eu quand même 10 000 morts pour obtenir le retour de Sisi au pouvoir. Je n'étais pas fan de ce qui le précédait, mais les instances internationales n'ont pas trouvé que c'était antidémocratique. On va même pas parler d'autres dictatures africaines qui depuis très longtemps sont installées et qui semblent pas poser de problème parce qu'elles sont favorables à l'Occident. Donc c'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette CEDEAO est bien placée pour parler de principes démocratiques, surtout dans des pays pauvres comme la région qui mériterait d'abord un pouvoir un peu dirigiste avant d'obtenir la démocratie. Donc les sanctions ont été extrêmement rapides, violentes. Une sanction, par définition, ne touche pas les personnes qui la ciblent, mais surtout les populations. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un vent de sympathie qui souffle plutôt à l'est, côté russe, que la plupart des pays africains ont vu l'échec de l'Occident par rapport à la question de Berkane et des différentes opérations qui n'ont pas apporté beaucoup finalement de bien-être. Il y a quand même, on estime qu'il y a entre 5 et 10 000 morts dans la région consécutifs au terrorisme. Et puis surtout, et c'est le plus important, il se trouve que les Russes, quand ils interviennent, effectivement, c'est un nettoyage par le vide, c'est très fort, c'est très efficace, mais ils apportent du matériel, des conseillers militaires et des solutions qui sont sans doute violentes, parce qu'on n'échappe pas à la violence quand on va dans une guerre, mais qui permettent d'espérer la paix derrière. Donc quand les responsables de la CEDEAO se rendent compte qu'ils ont été un peu actifs dans la décision de sanctionner un pays qui essaie de retrouver la sécurité, tout simplement, quand ils se rendent compte que ce pays a choisi le parrain gagnant, à savoir l'alliance nouvelle avec le bloc de l'Est reconstitué, qui est la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pays qui sont dans le même axe, quand on se rend compte qu'effectivement l'Occident est assez menteur et assez lâche, qui prétend aider et finalement on se moque d'aider les gens et les laisse mourir dans la misère, quand on se rend compte que les équipements proposés par les Occidentaux aux Africains sont de basse qualité, je parle même pas des équipements civils, hein, comme les bus ou les transports en commun, mais je parle simplement d'équipements militaires qui sont toujours en dessous des standards internationaux. Eh bien, les Russes proposent la capacité offensive sérieuse, un équipement de qualité, une formation à la hauteur de l'équipement, et surtout, ils se rendent compte que les Maliens n'ont pas perdu leur pari. Le terrorisme au Mali recule, les opérations sont certes violentes mais efficaces, et les populations se trouvent rassurées puisqu'il y a des retours de populations civiles dans les zones qui ont été, on va utiliser le terme que je déteste, militaire, mais qui est consacré malheureusement, nettoyer des organisations dites séparatistes ou terroristes. Donc pourquoi est-ce que la CEDEAO recule? Simplement parce que la CEDEAO s'est rendu compte qu'elle a parié sur le mauvais cheval. Les Américains parlent beaucoup du mauvais sens de l'histoire. Ne vous trouvez pas les sens de l'histoire, soyez du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas de bon côté de l'histoire. Il y a l'intérêt de ces populations, il faut les préserver. Et il se trouve que quand on frappe une population pauvre comme le Mali, ou comme même le Burkina, puisque le Burkina a emboîté le pas au Mali par rapport à un coup de force militaire, eh bien on se rend compte que finalement ils ont peut-être raison. Puis j'ai envie de dire simplement, c'est qu'on célèbre beaucoup Thomas Sankara, qui lui aussi est arrivé par un coup de force. Ça reste un militaire, hein. C'était un homme évidemment honnête, un homme qui aimait sa population, mais il est bien arrivé par un coup de force.
Et c'est pas ça qu'on a retenu de Thomas Sankara. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il aimait sa population, qu'il avait voulu garantir une souveraineté économique sur son territoire, qui a commencé à marcher. La révolution sankariste était extraordinaire et il a été assassiné pour ces raisons. Aujourd'hui, les Russes ont démontré qu'en République centrafricaine, ils ne pouvaient pas assassiner le président qui lui aussi est arrivé dans des conditions difficiles, mais qui est arrivé de façon légitime, qui a empêché la guerre civile. C'est très important de ne pas perdre de vue qu'on a échappé entre les Balaka, les anti-Balaka, les FACA. Enfin, c'était une catastrophe en Centrafrique. Et les Russes ont empêché la guerre civile et aujourd'hui, le pays tient debout. Et bien, c'est pareil pour le Mali. Il commençait à s'enfoncer dans une sorte de clivage nord-sud avec une guerre civile, avec des mouvements séparatistes style Azawad. Et bien, tout ça commence à être réglé de façon évidemment militaire et violente, mais avec l'espoir d'une paix derrière durable. Donc la CEDEAO a fait une erreur, a commis une erreur, a sanctionné uniquement un pays qui essaie de s'en sortir. Aujourd'hui, ce pays a fait un pas vers elle, c'est vrai. Et de l'autre côté, la CEDEAO ne pouvait pas durer dans cette sanction. Ce n'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne. À part le Nigeria qui pèse, tout le reste, c'est pas grand chose économiquement. Mais par contre, la solidarité des peuples a joué à plein, puisque beaucoup de peuples africains de la région n'ont pas accepté l'idée qu'on sanctionne leurs peuples frères, alors que déjà, ils étaient en proie à des actions terroristes violentes. Donc c'est vrai que ce qui a fait reculer la CEDEAO, c'est simplement les rapports de force internationaux et la logique des peuples. Alors, Madame Linda Labaoui, ces décisions trahissent-elles l'échec de la CEDEAO? La décision trahit les chefs de la CEDEAO. Les chefs de la CEDEAO n'ont pas besoin d'être trahis par leurs décisions. Les chefs de la CEDEAO, l'échec, pas les chefs. Pardon? Je parle de l'échec. Est-ce que cette décision trahit l'échec de la part de la CEDEAO? Déjà, à la base, la CEDEAO, c'est un échec africain. La CEDEAO, ce ne sont pas des Africains qui l'ont formée. Ça a été, il faut commencer à dire les choses telles qu'elles sont. La CEDEAO, c'était une décision de l'Élysée, ce n'était pas une décision d'un pays africain. Donc, à partir de ce moment-là, tous décident à l'Élysée. Alors, la CEDEAO, ça n'a pas été fait pour le profit des peuples africains. Ça a été fait pour le profit de la France et de ses alliés. Il y a les intérêts américains, les intérêts anglais, il y a les intérêts de l'Union européenne. Donc, déjà au départ, c'est un échec pour nous, les Africains, si nous parlons du Mali, ou nous parlons du Burkina, ou du Nigeria, ou du Niger. C'est déjà un échec au départ. Ça a été fait pour préserver et pour travailler les profits des Européens. Mais ça ne pouvait pas servir les Africains. Et c'était très très bien pour les Maliens qu'ils soient sanctionnés, parce qu'en une année, ils ont avancé, mais d'un pas de géant. Ils se sont fait d'autres alliés, ils se sont découverts d'autres pays qui les soutiennent, et ils ont avancé avec le peu qu'ils avaient. Et ce que monsieur disait tout à l'heure, on ne peut pas enclaver un pays qui est déjà enclavé, c'est une vérité. Mais quelqu'un qui est en train de mourir, c'était une question de survie pour les Maliens, donc ils se sont retournés vers les pays qui leur ont tendu la main. Et c'est ça qui en vérité a montré le vrai visage de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pays-là? Quel est le pays qui a une économie? Même le Nigeria. Je suis désolée, en Algérie, on a toute une communauté de gens qui viennent du Nigeria et qui sont réfugiés. Alors quand on est bien dans son pays, on va pas, à la limite, s'ils voyagent vers l'Europe, on dirait c'est l'Europe. Mais là, ils vont dans un autre pays africain, sachant que le PIB du Nigeria, il est plus fort que celui des Algériens. Donc le Nigeria, c'est un pays très pauvre. C'est pas le peuple du Nigeria qui profite de sa richesse. C'est loin d'être le cas. Et le Mali, eh ben, ce qui est bien pour le Mali, c'est que cette solidarité entre peuples, entre commerçants, entre armées aussi. L'armée faisait attention au prix, qu'il n'y ait pas d'augmentation, qu'il n'y ait pas de vol de la part des petits commerçants, qu'il n'y ait pas d'abus, tout ça. Donc c'est cette solidarité qui
qui a permis au Mali d'échapper à tout ce que vit la CEDEAO aujourd'hui. Il faut voir moi je suis pas mal de groupes de certains pays, les prix sont exorbitants, il y a des matières premières qui disparaissent, les enfants ne sont pas scolarisés, je ne parle même pas avoir du gaz à la maison ou avoir de l'eau courante à la maison. C'est le visage de l'Afrique d'il y a un siècle que nous avons toujours. Et le Mali, grâce à tout ce combat du peuple malien, ils ont quand même fait reculer le terrorisme et ils essayent d'avoir d'autres alliances comme la Chine ou comme la Russie ou comme l'Algérie, comme la Mauritanie, comme la Tunisie. C'est important de le souligner. Même le Qatar, on peut dire le Qatar, c'est un pays qui était impliqué dans le terrorisme. Le pourquoi du comment, c'est pas le sujet parce qu'on pourrait l'expliquer. Mais le Qatar aussi veut investir. Il veut investir comme au Mali, comme il investit ailleurs. Et pourquoi pas, après tout, ils ont eu des voix au niveau, quand il s'agissait de punir, je dis bien punir, je parle de punition, au niveau de l'ONU, il y a pas mal de pays qui n'ont pas voulu sanctionner le Mali. Et tout ça, c'est une victoire et c'est un échec de la CEDEAO, bien sûr. Mais encore une fois, si on parle de la CEDEAO pour les peuples africains, l'échec, il est depuis sa création, c'est pas depuis maintenant. Donc, moi, je suis toujours pour défaire tout ce qui a été fait par le colon. Tout ce qui a été fait par le colon, il faut s'en débarrasser parce qu'il peut pas nous servir et on pourra pas avancer avec tout ça. Monsieur Souleymane Hamzat, est-ce que la CEDEAO a montré ses limites à travers cette levée des sanctions? A-t-elle montré son impuissance? Moi, j'ai toujours eu des revers par rapport à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un disque rayé. C'est un disque rayé depuis longtemps. Cette institution a été créée dans le but, n'est-ce pas, de rapprocher les peuples. Ça devait être à la base une CEDEAO des peuples. Mais elle a vite fait de s'ériger en une CEDEAO de copains, de chefs d'État, où voilà, c'est une CEDEAO qui avait pour base des sommets qui étaient érigés en dîner de gala. On va en coupe des gâteaux, on boit du champagne, on prend des résolutions bidons, n'est-ce pas, qui ne répondent pas aux aspirations du peuple. Si nous opinons dans le cas du Mali, vous voyez les sanctions qui ont été prises. Il a dit, Jamal Abina, qui en réalité donne les ordres. Moi, je répondrai qui les applique. Qui applique ces ordres-là? Vous verrez qu'ils ont fait que fermer les frontières. Et vous savez ce que sont les frontières en Afrique. Elles sont perméables. Hein? Vous avez beau mettre des chars, des tanks, tout ce que vous voulez aux frontières, il y a toujours des circuits parallèles pour passer. Donc, cette sanction-là, à tout point de vue, a été un échec puissant. Et je vais même plus loin. Mais si on est sous embargo d'une communauté, sous sanction, comment se fait-il que le chef de l'État Bissau-Guinéen a pu faire un déplacement? Ça veut dire qu'il viole lui-même en premier cet embargo-là. Mais je vais encore plus loin. Celui-même qui s'est après initié dans le terme de cette négociation-là qui, heureusement, a abouti à la levée de cet embargo-là, comme nous connaissons aujourd'hui, à la personne du président togolais, Faure Gnassingbé Eyadéba, était au Togo était au Mali, pardon, pendant que l'embargo y était. Donc, il a violé lui-même aussi l'embargo avant d'être nommé comme médiateur. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'on ne sait pas en réalité, il n'y a personne qui donne les ordres. Chacun va à volo, n'est-ce pas, selon son bon vouloir. Et c'est en cela que moi, je voudrais continuer à demander aux Maliens d'être debout. Parce que le président Ouattara, c'est lui qui a été à la base, n'est-ce pas, de cette, disons, de cet alinéa-là, n'est-ce pas, qui stipule que, certes, on lève les sanctions, mais il faut falloir que tous les membres de cette transition-là soient mis en cause. Je voudrais lui rappeler ici que le président Assimi Goïta, à tout point de vue, à tout égard, reste un citoyen malien. Et d'ailleurs, le projet de loi de constitution qu'ils ont fait voter
qui est passé, n'est-ce pas, devant le CNT, a prouvé que les militaires ont le droit de rentrer en politique à condition qu'ils démissionnent 6 mois à l'avance. Donc, le problème est réglé. Nous n'en sommes plus là. La CEDEAO continue d'être dans un dilatoire qui ne dit pas son nom. Il va falloir que ça s'arrête. Et comme l'a dit Mme Linda Lavaoui, il va falloir décidément qu'il y ait des réformes profondes pour balayer tout ce qui vient de l'Occident. Par conséquent, nettoyer tout ce qui permet, n'est-ce pas, à l'Occident d'avoir un droit de regard sur nos affaires. Les affaires de la CEDEAO restent d'abord les affaires des citoyens de la CEDEAO et ceux qui, dont Alassane Ouattara et Macky Sall donnent des ordres à tout va. Vous voyez que chez eux, ça n'arrête pas de brûler. L'autre, il est inondé complètement parce que pas le phénomène, dit-on, de la pluie. Et l'autre, de l'autre côté, qui tire sur ses citoyens et qui s'érige en champion de la démocratie. C'est vous dire que nous sommes face à des dirigeants aujourd'hui qui sont un peu périmés, j'utilise ce terme-là, un peu périmés par rapport aux aspirations du peuple. Et je saluerai, n'est-ce pas, mon co-débatteur, M. Tefou, qui disait que nous sommes face là à un conflit de génération. Le président malien actuel, il est jeune, il a du talent, surtout qu'il exerce dans un silence de cimetière. Il est entouré d'une équipe qui a le soutien de la population malienne et je pense qu'on ne demanderait pas mieux. Alors, Monsieur Tefour Smen, d'après certains sociopolitistes, la CEDEAO est morte depuis longtemps. Elle est morte tant sur le plan politique, économique que diplomatique. Partagez-vous cet avis alors vous battez en brèche cette prise de position? Non, je ne partage pas cette vision sur la CEDEAO. Je vais rejoindre un peu ce que vient de dire mon collègue Souleymane. Il faudrait des réformes de fond. L'organisation en elle-même, et si vous voulez, c'est un bon acquis au plan économique. Parce que faut pas oublier que c'est une organisation régionale de libre-échange économique à la base, et qui a, si vous voulez, un rôle vocationnel de maintien de la paix. La CEDEAO, en somme, est un instrument qui est quand même très efficace si on devait l'exploiter autrement. Donc, l'institution en elle-même porte, si vous voulez, les stigmates d'une modernité par rapport aux institutions internationales. Donc la CEDEAO pourrait être interlocuteur, par exemple, de la Banque mondiale ou du FMI, dans le sens où elle sera contrôlée par des gens intègres. Mais actuellement, il est vrai que la CEDEAO, elle est contrôlée essentiellement par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a été, surtout Alassane Ouattara, a été très très offensif et très hostile à l'égard du Mali. C'est lui-même qui avait insisté sur les sanctions. Et aujourd'hui, devant les réalités économiques, il s'est rendu compte donc de l'évidence. Il est revenu un peu sur sa position hostile à l'égard des Maliens. Il est donc revenu sur cette décision. Il a influé sur la décision qui a été prise donc le 3, c'est-à-dire hier, pour la levée des sanctions. Il faut dire aussi que sur un autre plan, le Mali se dirigeait vers un défaut de paiement. Ça risquait de faire une tache d'huile dans le continent. Donc ça supposait plutôt une guerre civile, hein, parce que quand on est en cessation de paiement et qu'on n'arrive plus donc à payer les salaires et tout ça, ça génère des problèmes. Et les pays voisins allaient tout de même connaître aussi des afflux de réfugiés, par exemple. Il y a aussi un autre volet que je voudrais aborder, c'est celui du Burkina Faso et de la Guinée. C'est quand même deux pays aussi qui sont donc contrôlés aujourd'hui par, on va dire, des putschistes, il faut le dire carrément. Donc on peut pas dire qu'ils sont arrivés par la voie démocratique. Après qu'ils aient raison ou ils aient tort, ça c'est une autre discussion qu'il faudrait aborder peut-être plus tard. Mais toujours est-il que ces deux pays n'ont pas été sanctionnés comme le Mali. Alors là, on pourrait faire pas mal de lectures. Quand on sait donc la proximité de M. Ouattara avec la France, on pourrait donc faire une lecture, on va dire, un peu plus objective. Pourquoi? Parce que, a priori, le Mali est à payer, si vous voulez, sa position hostile à la France. On l'a vu, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans le deuxième volet de l'émission, par rapport donc à l'opération Barkhane. Donc on sait très bien et on peut même donc supposer que ce travail a été fait pour le compte de la France. Je suis désolé de le dire comme ça. Monsieur Ouattara, il est vrai que c'est un grand homme, mais toujours été qu'en politique, il n'y a que des intérêts.
quels sont ses intérêts, est-ce qu'ils sont occultes, est-ce qu'ils sont économiques, est-ce qu'ils sont objectifs par rapport à son pays, ça je ne le sais pas. Mais toujours est-il qu'on a l'impression que M. Ouattara et même Macky Sall ont œuvré pour justement faire plaisir un peu à la France. Parce que la France, quand même, il faut pas oublier qu'elle a été éjectée comme un malpropre de ce pays et que les Français ont très très mal digéré, si vous voulez, cette élection, et qu'aujourd'hui, le Mali en a pâti pendant 6 mois quand même de ces sanctions, et malheureusement, heureusement que le Mali maintenant sort victorieux de cette bataille, parce qu'il y a quand même un bras de fer qui a été engagé entre la CEDEAO et ce pays très très résilient qui est le Mali, sont donc arrivés à desserrer cet étau. Et aujourd'hui, le Mali, je pense qu'il a marqué quand même un point et même une victoire vis-à-vis de les pays membres de la CEDEAO. Je pense qu'ils vont tirer donc leçon de cette histoire. Il y a aussi un autre volet aussi que je voudrais aborder. Les sanctions étaient certes levées, mais par contre, les sanctions contre les personnes n'ont pas été levées. C'est très très important de le souligner. Et ces sanctions disparaîtraient donc, si vous voulez, à l'échéance d'un calendrier donc électoral qui mettra en place un président légitime. Alors, Monsieur Gamalabina, la crédibilité de la CEDEAO est remise en question par la classe politique, la société civile malienne, mais également de nombreux panafricanistes, surtout concernant cette exigence ou alors cette injonction de la non-participation des militaires à la prochaine échéance électorale. Alors, selon vous, la CEDEAO a-t-elle le pouvoir d'enjoindre un État souverain sur les affaires interne de ce pays ou alors concernant sa politique interne? Déjà, c'est pas même pas une question de savoir si on a le pouvoir. Est-ce qu'elle a le droit, au-delà du pouvoir, de le faire? Le droit et le pouvoir. C'est les affaires intérieures. Le droit, elle l'a pas, le pouvoir non plus. Le pouvoir, c'est un pouvoir coercitif. On a vu que c'est un échec puisque les sanctions sont levées, partiellement, pas entièrement. Il faut se rappeler quand même, il faut rester dans la mesure. Elles ne sont pas entièrement levées, mais elles sont levées. Et concernant ce droit et ce pouvoir, j'ai envie de dire simplement que sur un plan légal et international, ils n'ont aucun droit. Donc ça, c'est réglé. Sur le plan de la démocratie imposée par les bombes, par les sanctions, par je ne sais quelle autre méthode coercitive, c'est aussi interdit. Il n'y a pas de loi internationale qui impose la démocratie. Ça, c'est pas vrai. On a tendance à penser que la démocratie est un fait accompli qui doit être imposé à tous. Non. La Chine n'est pas démocrate. Elle n'a pas besoin de démocratie pour se développer. La Russie, l'ex-URSS, c'est pareil. Et beaucoup de pays africains ne répondent pas aux standards démocratiques qu'on aimerait voir peut-être pour les Occidentaux. Pour ma part, je considère que la seule chose qui vaille pour les peuples africains, c'est pas la démocratie. Cette mascarade qui consiste à donner le pouvoir d'une caste bourgeoise à l'autre qu'on voit en Occident ne veut rien dire. Je suis résolument antidémocrate de ce point de vue-là. Si on veut une démocratie sérieuse et réelle, on va voir en Suisse, avec la votation, où le peuple peut démettre les responsables politiques. Et la preuve, c'est que ces responsables ne sont même pas connus ou très peu connus. Ce ne sont pas les célébrités. C'est vraiment ça qu'on appellerait la démocratie directe. Ça n'existe pas dans le reste des pays occidentaux, puisqu'on a des systèmes d'oligarchie occidentale type états-unienne, démocrates, qui sont des dictatures déguisées. Hein. Il n'y a aucun autre parti qui peut se présenter sauf cela. Donc je veux bien entendre parler de démocratie, mais il faut être mesuré. Par contre, l'état de droit du citoyen, ça, c'est une obligation qu'il faut imposer. Parce que le droit et la protection des citoyens doit être garantie où qu'on soit dans le monde pour des questions simplement de justice individuelle et collective. Et donc, quand la CEDEAO veut imposer l'idée qu'il ne faut pas de militaires, c'est d'un ridicule incroyable. Ça me remettra en question d'ailleurs beaucoup de présidents qui ont fait l'armée ou qui ont fait une carrière militaire et qui sont devenus civils. On le voit avec El-Sisi en Égypte, par exemple, qui se prétend maintenant civil, c'est un militaire qui a dit que j'abandonne mes prérogatives militaires pour devenir civil. Mais dans les faits, c'est un militaire, puisqu'il reste dans la caste de l'armée. Et ensuite, au nom de quoi on va dire à un homme qui est libre dans son pays, parce qu'il serait militaire, du point de vue de la CEDEAO, qu'il faut qu'il rende le pouvoir aux civils. Ça, ce genre de plaisanterie, on l'entend un peu partout. C'est une façon de dire, vous êtes fréquentable que si vous êtes un civil. Sauf que, et je rappelle l'histoire maintenant, quand il y a une crise avancée, on l'a vu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a une crise avancée, on a quoi? On a des pouvoirs militaires qui prennent immédiatement le contrôle des pays démocratiques. Le général de Gaulle, d'accord, Eisenhower aux États-Unis. On a eu aussi en Angleterre un militaire très connu qu'on prend pour un civil, mais ça n'est pas un civil. Churchill est un militaire. Évidemment, dans le camp adverse, on avait dans les dictatures des militaires, des caporaux. Par exemple, Mussolini
Hitler ou encore le caporal connu ex-Koba Staline. Tout ça, ce sont des militaires qui se font face. Ce ne sont pas des démocrates. Je ne parle même pas de Franco, je ne parle même pas de Salazar. Bref, quand il y a un problème dans des pays démocratiques, étrangement, la question militaire ne se pose pas. On n'est pas en train de se dire, mais non, ne mettez pas des militaires au pouvoir. Puisqu'il y a un problème, il y a une guerre. Au Mali, actuellement, il y a une guerre. Il faut donc un pouvoir solide pour faire face. Après, effectivement, qu'il y ait un glissement démocratique vers une société civile apaisée, pourquoi pas? Encore une fois, mais il faut des standards économiques qui soient au rendez-vous. Donc, l'idée que se dire que la CEDEAO serait de bon droit, ou aurait le droit ou le devoir ou même le pouvoir de faire pression pour dire on veut pas un militaire au pouvoir, c'est une plaisanterie. La seule chose qui compte si on s'inscrit dans un débat démocratique, c'est est-ce que les standards démocratiques, transparents, avec un contrôle international, sont appliqués dans une élection directe du peuple vers son dirigeant, et que le peuple choisisse le dirigeant qu'il veut. S'il veut un militaire, qu'il prenne un militaire. S'il veut un type avec une canne blanche, qu'il prenne une canne blanche. Ça ne nous regarde pas. Mais en vérité, c'est vrai que cette question démocratique, c'est une façon vicieuse de la part des Occidentaux qui sont des bourgeois. Ce sont des bourgeois qui se donnent le pouvoir entre eux. Hein. La démocratie en France, par exemple, c'est que des hommes très riches qui alternent à chaque fois tous les 5 ans. Eh bien, cette idée démocratique est une belle idée sur le papier, mais dans les faits, quand on veut destituer un président de cette dictature déguisée en Occident, on ne peut pas. La seule fois où c'est arrivé, c'est aux États-Unis, une fois dans leur histoire, c'est vous dire. Sinon, ça n'arrive quasiment jamais. Quand on veut poursuivre un président criminel comme Sarkozy en France, on ne peut pas le mettre en prison. Il vient de prendre 2 ans de prison, il ne le fait pas ces 2 ans. Donc c'est vrai que la question se pose dans ces termes. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Qu'est-ce que veut dire le choix d'un président ou d'un militaire d'ailleurs, démocratiquement élu? Et est-ce que les gens ont le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays? Eh bien non. Le seul moment où on pourrait envisager une intervention, ce serait comme les dictatures royales dont on ne parle jamais. Je sais pas, vous faites attention, on ne parle jamais des dictatures royales qu'on voit au Moyen-Orient et qui actuellement sont en train de bombarder un peuple qui était démocratique, le Yémen, je le rappelle quand même. Donc c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est le Yémen d'ailleurs. C'est la seule république. Tout le reste, c'est des dictatures installées par le sang. Eh bien, non, ils n'ont pas le droit de choisir, ils ne peuvent pas donner leur avis, c'est déjà beaucoup. Mais ils n'ont pas le droit de choisir à la place des peuples qui sont de la région. Ils n'ont pas le droit d'imposer un modèle soi-disant démocratique. On n'a pas imposé la démocratie ni par des bombes, ni par les sanctions, ni par aucun autre moyen de coercition. Et on n'a en aucun cas le droit de donner des leçons de démocratie à des pays qui ont subi la démocratie française pendant 60 ans tout de même. On a vu ce que valait la démocratie française quand elle est sortie de ses frontières. Des massacres par millions. Donc la démocratie, on va un peu lever le pied dessus. J'ai envie de dire simplement, sans être trop galvauder mon propos, j'aurais dire simplement que non, ils n'ont pas le droit de le faire, la réponse est très claire, et qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on veut nous imposer un modèle démocratique qui peut être discutable dans certains pays, quand d'autres s'autorisent à faire 90% au suffrage direct, alors qu'on sait très bien que les élections sont truquées et tronquées. Madame Linda Labaoui, la CEDEAO a-t-elle le pouvoir et le droit d'interférer dans les affaires internes d'un État souverain, il faut le préciser? La CEDEAO se donne les droits que la France lui donne. J'espère qu'on me comprend. C'est-à-dire que quand une décision est prise par la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO qui a pris cette décision. La CEDEAO obéit. On donne des ordres à des chefs d'État qui obéissent. C'est ça la démocratie occidentale. Je vais revenir un petit peu sur ce que notre frère Jamel Abina disait. La démocratie n'existe même pas en Europe. Ce sont les multinationales qui gèrent. Donc c'est des oligarchies. S'ils veulent nous instaurer une démocratie, nous étions libres dans notre continent. On cavalait dans la brousse. Celui qui trouvait un bout de terrain valable pour qu'il soit cultivé, il le cultivait. Les gens étaient bien chez eux. De temps en temps, il y avait des petites bagarres comme ça entre tribus qui se terminaient par des mariages pour éviter les guerres. On est venu chez nous. On nous a réduits à l'esclavage. On nous a pillés. Ils ont construit tout un continent sur notre dos. Et le jour où on a commencé à dire stop, ils nous ont sorti un mot magique qui s'appelle la démocratie. Cette démocratie qui se la garde. Nous avons des coutumes, nous avons des traditions, nous avons des religions, il y a des peuples africains qui ont des idoles, on les a pillés de leur statut,
il y a tout ça. Et ils viennent aujourd'hui, ils ont construit toute leur usine, mais toutes les infrastructures qu'il y a dans leur pays avec du sang africain. Et aujourd'hui, on entend la démocratie, qu'ils nous rendent de ce qu'ils nous ont pris, mais qu'ils nous rendent de tout, même notre dignité. Et après, ils viennent nous parler de démocratie. Maintenant, je vais revenir à la CEDEAO. La CEDEAO, comme les mois, comme tout ce qu'il y a en Afrique, ça a été fabriqué dans des laboratoires. C'est quoi un laboratoire? Ce sont des gens des services secrets qui se réunissent, qui font partie de je ne sais quoi, de sécurité, tout ça, et qui décident pour les Africains. Donc la CEDEAO, c'est mauvais. Le jour où on voudra faire une CEDEAO pour nous, on la fera tout seul, on n'a besoin de personne, et on décidera pour nous. Et il faut que aujourd'hui, l'Europe est en train de se casser la gueule avec tout ce qui se passe en Ukraine. Ils ont besoin de nous. Quand je dis ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous morts, pas vivants, parce qu'ils veulent de l'Afrique sans les Africains. Ils continuent à nous abrutir, ils continuent à nous sortir des mots de leur chapeau, comme la démocratie, comme la liberté des peuples. Il n'y a pas plus libre qu'un homme dans la brousse en Afrique. Il n'y a pas plus libre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'attacher? On lui a créé le terrorisme. Comme ça, on peut piller sa mine d'uranium ou sa mine d'or tranquillement. Il se fait massacrer. On s'en fiche complètement. Personne ne fait attention. On va nous créer l'opération Serval, l'opération Barkhane. Après, il y a l'affaire Tigentourine et Namenas, où il y a des terroristes. Après, on apprend que ces terroristes, ils ont été ravitaillés par 2 personnes qui étaient venues en visite dans le site et qui avaient enterré des armes. Mais ils se fichent de qui, là? Mais de qui? Et tous les Blancs confondus, ils savent que c'est le développement de l'Afrique, c'est la mort de l'Europe. Monsieur Bondakani a dit une phrase il y a des années de ça. Il a dit, quand il s'agit de travailler normalement, la France ne sait pas faire. La CEDEAO, c'est ça. Leur démocratie, c'est ça. Ils veulent qu'on mette nos parents dans des maisons de retraite. Ils veulent le mariage pour tous, chose qui horrifie toute l'Afrique. Ils veulent continuer à nous gérer notre argent, mais on sait gérer notre argent. C'est pas l'Afrique qui est surendettée. Rien que la France, elle est à 6 trillions,4 de dette de dollars. L'Allemagne, 6 trillions,7. Eh ben, on va prendre tous les pays de l'Afrique. On n'arrive pas à la moitié de cette somme. Donc, qui gèrent leurs affaires, qui restent avec les oligarques qui les gèrent, qui ont spolié la France, qui ont vendu la France aux Américains, ça il faut le dire, mais qui ont vendu aussi. L'Europe n'est pas souveraine. L'Europe, on le voit bien là, avec les sanctions qui sont en train de se prendre. Tous les pays européens, ils obéissent au droit et à l'œil aux États-Unis. Et ils veulent nous vassaliser encore pour être au même point qu'eux. Non. Le jeu est terminé. Nous partons dans une nouvelle ère. Il y a un monde qui s'est dessiné et nous sommes derrière. Moi, je suis une pro-Poutine. C'est pas pour Poutine, c'est parce que il a su remettre les horloges à l'heure. Donc, il faut qu'ils arrêtent avec leurs conneries. Là, on arrive à un moment où ça va être une explosion. Moi, je suis pacifiste, je suis pas pour la guerre, mais à un moment ou à un autre, il y a un fou qui va rien comprendre et qui va faire comme Monsieur Poutine, et on va arriver à un résultat que personne ne désire. Nous voulons vivre tranquille dans notre continent. C'est tout ce que nous demandons. Soutien total au peuple malien, mais surtout qu'ils aillent jusqu'au bout des choses, parce qu'il n'y a pas plus revanchard que la France. La France aujourd'hui déjà se venge de Kidal. C'est Kidal tout est parti de Kidal pour libérer le Sahel. Et c'est pour ça qu'on s'acharne dessus. Et on s'acharne sur les Maliens, comme on s'est acharné sur M. Modibo Keïta, paix à son âme.
Donc nous ne sommes plus des abrutis. Il y a des écoles, il y a beaucoup d'Africains qui ont des doctorats, qui ont fait des études, qui savent réfléchir, mais qui savent surtout compter. Nous savons compter notre argent. On a besoin de personne pour venir nous le compter. Parce que quand on voit la dette de la France, on a vite compris. Alors, Madame Linda Merci. Labaoui, je reste avec vous. Après cette levée des sanctions, à quoi la suite? La suite, c'est ce que a eu l'Algérie en 68 quand elle a renégocié. On a jeté le franc CFA parce que nous aussi, nous étions au franc CFA. On est parti d'en dessous de zéro. L'Algérie était en PIB, c'était moins de 19. C'est un miracle si elle est encore là. Mais une fois qu'on s'est débarrassé du colon, mais bien, on s'en est bien débarrassé, et ben, aujourd'hui, il y a eu un merveilleux défilé qui montre ce que c'est que l'armée algérienne. Et merci beaucoup à l'armée russe de nous avoir permis ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est grâce beaucoup à la Russie, mais grâce aussi au peuple algérien qui a mangé, croyez-moi, nous avons mangé des racines. Nous avons souffert pour arriver à ça. Et le Mali réussira. Je suis convaincue. Il y a des bonhommes qui travaillent. Il y a un peuple qui est là. Il y a une solidarité qui... c'est rarement vu ce que j'ai vu quand les Maliens sortaient, quand ils se manifestaient, tout en faisant attention au peu qu'ils ont comme infrastructure, tout ça. Ils ont fait la différence entre les institutions et les pourris qui étaient au pouvoir. C'est beau ce qu'on a vu de la part des Maliens. Franchement, c'est beau. Ils vont réussir leur coup, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Il y a une volonté qu'on n'a pas pu casser et qu'on cassera pas. Et ils ont avancé, ils ont vachement avancé. Et ce n'est pas la CEDEAO qui a été fabriquée dans un laboratoire européen qui va les aider. Qui continue surtout sans la CEDEAO. Monsieur Suleiman Hamzat, d'après Madame Linda Labaoui, le développement de l'Afrique est la mort de l'Occident. Quelle est votre grille de lecture? Oui, écoutez, je pense d'abord que c'est une question de responsabilité politique. Et j'interpelle là, n'est-ce pas, les dirigeants qui ne sont pas en phase avec leur peuple, à rejoindre la marche. Parce que le mouvement qui est parti du Mali, là, je vous assure, Madame Kapine, il n'y a rien qui peut arrêter ce mouvement-là. Ils ne pourront pas l'arrêter parce que les peuples sont décidés et ils sont en harmonie. Il n'y a qu'à voir que dans le cadre des sanctions, vous avez vu comment le peuple sénégalais s'est fait lever à aller briser les barrières de frontières pour les ouvrir de force. Il a fallu qu'on ramène des tanks et toute l'armée, n'est-ce pas, pour la refermer. Donc, c'est vous dire quoi? Les peuples sont en synergie. Le deuxième exemple, il fallait voir traverser ce convoi mortifère qui a tué beaucoup d'Africains, qui est parti, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire et qui allait de l'autre côté de Gao, intercepté par les populations. Donc, c'est vous dire quoi? Il y a une synergie d'action au niveau des populations. Mais il faudra que nos chefs d'État, qui se croient tout permis ou tout puissants, qui se mettent en dehors des aspirations du peuple, se rendent compte que véritablement l'heure a sonné de passer à autre chose. Mais je m'en voudrais, n'est-ce pas, de ne pas vous rappeler ici que dans le cadre des sanctions, la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné même aux chefs d'État de lever les sanctions de peur de l'effet boomerang. Et ça n'a pas tardé. Vous verrez que le Sénégal, par exemple, toutes les institutions à caractère commercial au Sénégal ont envoyé une lettre au président Macky Sall pour lui demander expressément de lever, n'est-ce pas, les sanctions, de faire lever les sanctions contre le Mali, de peur que le Sénégal s'embrase. Ça n'a pas tardé. Vous avez vu tout ce qui est en cours actuellement au Sénégal. Je ne vous dis pas ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire depuis 24-48 heures. Il a fallu qu'un artiste, n'est-ce pas, lance le mot d'alerte en disant, voilà, la vie coûte cher en Côte d'Ivoire.
et qu'une association dirigée par Dame Pulchéry Ballet, n'est-ce pas, se lève et décide de marcher dans les jours qui viennent, pour que le Premier ministre court dans les marchés et s'étonne même, au vu de certaines vidéos, que des denrées qui coûtaient précédemment 5 000 francs CFA sont passées à 15 000 francs CFA. Alors, ça vous dit quoi? Nos dirigeants sont déconnectés, n'est-ce pas, des réalités du peuple. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, sur le plan du blocage, n'est-ce pas, disons de cet alinéa-là, qui demande à ce que aucun membre de la transition malienne ne se présente aux élections, mais c'est une vue de l'esprit. Il a bien si dit, M. Damal Abina, il vous a fait le parcours élogieux de tous ces militaires-là, d'ailleurs, qui ont jalonné, n'est-ce pas, la vie politique de leur pays en restant des soldats, n'est-ce pas, déterminés, coagulés. Mais il y en a encore qui sont en fonction. Le général Bouhari du Nigeria, à côté, c'est un militaire. Vous allez même au sein de l'appareil de l'État ivoirien, le ministre de l'Intérieur, c'est un homme politique, c'est le général Bagondo. Demandez Bagondo de la Côte d'Ivoire, qui est le ministre de l'Intérieur, il ne fait pas de la politique. Alors, ça vous dit quoi? On nous a embobiné à travers ce qu'ils appellent des constitutions démocratiques, à faire croire à nos citoyens que le militaire était un inculte et qu'il n'avait pas droit, n'est-ce pas, à participer à la vie politique. Mais un co-débatteur dont je me rappelle plus bien vient de le dire là, quand ça chauffe, c'est le militaire qu'on appelle à la rescousse. Alors pourquoi leur enlever, n'est-ce pas, ce droit-là, n'est-ce pas, de participer à la vie active de leur pays? Je voudrais saluer ici, n'est-ce pas, l'exploit du président égyptien, qui a d'ailleurs réglé la constitution, qui a d'ailleurs réglé le problème sur le plan constitutionnel, à savoir que les militaires ont le droit de se présenter, n'est-ce pas, aux élections présidentielles, si tel est que, à quelques encablures des élections, qui puissent démissionner, rendre sa tenue d'apparat. Mais vous pensez que me déshabiller, faire sortir mon costume de général ou je sais pas de colonel, m'enlève mes facultés militaires? C'est une vue de l'esprit. C'est pour vous dire quoi? On nous a embobiné pendant des années. Il est temps que nous passions à de véritables réformes. Le peuple malien, si tel est qu'il a besoin du président Assimi Goïta, il se représentera. De toute manière, c'est clair pour nous, au niveau de la galaxie patriotique panafricaine, Assimi Goïta, pour nous, sera le prochain président du Mali. Que la CEDEAO le veuille ou non, que la France le veuille ou non, c'est acté, c'est ce que veut le peuple. Et je pense que la démocratie, c'est la volonté du peuple, pas le peuple, et pour ce peuple-là. Et pour citer, j'ai un coup de gueule, un petit coup de gueule à travers Facebook. Facebook qui se veut normalement, n'est-ce pas, un réseau social qui permet des échanges. Mais vous remarquerez que ils sont plongés dans des standards, mais à nous faire dormir. Tapez LGBT, vous allez voir votre compte suspendu. Et je n'ai fait que relayer, n'est-ce pas, cette pratique-là démocratique du Qatar qui dit que ici, sur leur sol, ne viennent pas d'LGBT chez eux. Pourquoi la France nous impose des standards alors qu'ils ne veulent pas qu'on les impose aux autres? Alors ils n'en veulent pas chez eux. Un relais de ça m'a valu 30 jours de suspension de Facebook. Ça vous dit quoi? Ils ne sont pas des États démocratiques. Ceux qui vous vendent la démocratie, ils nous vendent du leurre. Ils nous parlent de démocratie, ils nous parlent de liberté d'expression, ils nous parlent de droits de l'homme. Et je voudrais saluer ici, n'est-ce pas, la foudroyante, n'est-ce pas, réplique du ministre Abdoulaye Diop aux Nations Unies et devant le parterre des anciens chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent les droits de l'homme, a fait savoir que le Qatar est en train de refuser de recevoir des LGBT et ils en ont le droit, ils sont chez eux. Et il va falloir que nous autres Africains, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, que nous sachions aussi remonter nos standards. Désormais, nous aurons aussi nos standards. Et s'ils ne les respectent pas, ben, ils vont foutre le camp, comme le fait le Mali d'ailleurs, à travers le renvoi du ministre, de l'ambassadeur français
hein, le départ de toutes ces forces que nous voyons là. Et enfin, il va falloir que nous restons debout parce que, et lucide surtout parce que l'avenir est radieux, le peuple est debout et rien ne nous arrêtera. Et Ousmane, après cette levée de sanctions, à quoi la suite? Monsieur Tefosmen, vous avez la parole. Après cette décision... Mal entendu la question. Voilà, Monsieur Tefosmen, après cette décision de lever des sanctions à l'endroit du Mali, du Burkina Faso, mais également de la Guinée-Conakry, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Très bien. Écoutez, la suite, elle est très claire. Vous savez, les pays de la CEDEAO ont compris que ces sanctions étaient contre-productives. Contre-productives, pourquoi? Sur un plan économique, tous les pays ont été pris en otage. À savoir, par exemple, le Togo, qui a été quand même pris en otage par rapport à ces sanctions-là. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal. Et pour revenir à ces sanctions n'ont pas marché. Pourquoi? Vous avez déjà la Mauritanie qui a carrément aidé les Maliens dans leur, si vous voulez, leur douleur. Ils les ont aidés. Vous avez l'Algérie aussi. Et vous avez le Burkina et la Guinée qui ont beaucoup aidé aussi le Mali à surmonter cette crise. La suite des événements dépendra, bien sûr, de l'issue de la guerre en Ukraine. Je m'explique. Vous savez, il y a un ordre international qui est en train de se dessiner, de se mettre en place. Tout dépendra de l'issue de cette guerre. Si les Russes sortent victorieux de ce bras de fer qui oppose les Américains, parce que l'Ukraine, l'Ukraine ce n'est qu'un bouc émissaire, si les Russes donc sortaient vainqueurs de cette rencontre, de ce bras de fer, le monde, vous allez voir, il va donc se comporter autrement, et notamment les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique n'attendent que ça, s'affranchir de la tutelle des puissances coloniales. Et les Africains l'ont montré clairement. Ils veulent plus de mainmise de l'Occident sur leurs richesses. Quand on sait, par exemple, que le Niger, qui est le 4e exportateur d'uranium, producteur d'uranium, qui est aujourd'hui, si vous voulez, donc convoité, on le voit d'ailleurs, parce qu'il y a c'est dans ces conflits, il y a la partie visible du conflit, et vous avez la partie invisible du conflit. La partie visible, c'est quoi? C'est le djihadisme, le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste, qui est véritablement une vérité qu'il faut pas nier d'ailleurs, mais ça cache quoi? C'est l'arbre qui cache la forêt, on va dire. Vous avez des enjeux économiques colossaux, énormes, qui font crise, justement. Ils ont peur de perdre l'Afrique. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. C'est que les Africains ont compris, pour certains, par exemple les dirigeants maliens actuels, ils ont compris qu'il fallait donc composer avec les Russes, d'ailleurs, pas plus loin que ces derniers mois. Ils ont été livrés donc en hélicoptère par les Russes pour combattre justement les djihadistes, et qui fait que ces gens-là ont déjà compris qu'il fallait donc se défaire, si vous voulez, de l'ancienne puissance tutélaire qu'est la France en l'occurrence. Il va falloir maintenant que les autres pays aussi prennent conscience de cet enjeu, prennent conscience, et que ça devrait plutôt passer par la voie du peuple. Pourquoi la voie du peuple? Il faudrait passer par des élections. Avant tout, tout à l'heure, Monsieur Haussmann parlait donc d'un avenir radieux. C'est bien cette note d'optimisme, je la partage d'ailleurs. Mais il faudrait quand même passer par les urnes pour remettre des gens élus, c'est-à-dire des gens qui soient légitimes. Alors maintenant, pour revenir à la démocratie qu'on a tant fustigée, moi franchement je suis un démocrate inconditionnel, je crois beaucoup à la démocratie, même si Platon parlait de démocratie des dupes, ce qui se passe d'ailleurs en Occident. On a une démocratie des dupes parce qu'il y a une oligarchie qui contrôle donc la circulation des fonds, des biens et même médiatiques, et c'est ça qui fait que on est dans une démocratie de façade. Mais pour revenir à nous les Africains, on pourrait donc appliquer une démocratie, c'est un très très bon système d'ailleurs, c'est le système le moins mauvais comme disait Churchill, mais avec nos spécificités culturelles, coutumières et traditionnelles. Et c'est ça qui fait que nos spécificités, donc c'est nous, on opterait pour ce genre de fonctionnement politique, on pourrait vraiment aller à l'avant et aller de l'avant et connaître des jours meilleurs.
Malheureusement, l'Afrique, actuellement, telle qu'elle se présente, l'Afrique est quand même un continent quand même qui a été maltraité tout au long de son histoire. Nous avons été colonisés, maltraités, humiliés. On nous a rendus analphabètes. Vous vous rendez compte, par exemple, pour l'Algérie, parce que je suis issu de l'Algérie, l'Algérie en 1830, vous aviez le nombre de personnes lettrées qui étaient supérieurs aux militaires français qui sont venus le conquérir avec des baïonnettes. Vous vous rendez compte, les Algériens étaient beaucoup plus lettrés que les Français. Et malheureusement, il y a eu donc une campagne, si vous voulez, une campagne donc, pour rendre les gens illettrés. Donc, ils avaient mis en place un système d'apartheid qui interdisait justement aux musulmans d'accéder au savoir. Donc, on a détruit ce qu'on appelle les zaouïas à l'époque. C'était des formes d'écoles coraniques et tout ça. On a interdit justement le savoir par le biais de ces écoles-là. Et on a mis en place des écoles européennes et interdire aux musulmans d'y accéder. Donc, il a fallu 1938, quand il y a eu la loi Bloom-Violette, pour enfin autoriser les Algériens à accéder au savoir. Vous vous rendez compte maintenant, quand on voit les pays là, maintenant, pour parler plus largement sur le continent africain, malheureusement, nous avons été soumis à cette politique, si vous voulez, d'abêtissement. Et malheureusement, l'Afrique en pâtit toujours. C'est ça le problème avec nous. Et nous n'avons pas encore atteint cette culture politique qui fait que il faudrait aller vers un système beaucoup plus ouvert, un système qui soit élitaire. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai rencontré Laurent Gbagbo, personnellement. Laurent Gbagbo m'avait épaté quand il était au FPI. Il m'avait épaté parce que nous avons abordé le sujet de la démocratie. Il m'avait parlé d'une graine qu'il fallait arroser et qu'il fallait la laisser se développer. Il avait raison sur le principe. Mais ce qui m'avait choqué par la suite, c'est sa façon de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et c'est ça dont nous n'avons pas besoin. Et surtout que cet homme, je critique pas l'homme, je critique surtout la conception de nous autres Africains, arabes ou africains que nous soyons. Nous sommes vraiment victimes de nos cultures, de notre culture politique qui est d'une sensibilité très très faible. Et c'est ça, il faudrait élever un peu le niveau pour accéder à un système qui soit accepté. Merci, monsieur. Et bien sûr, encore une fois, avec nos spécificités. C'est votre intervenante. Oui, allez-y. Oui. Nous avons pensé que que vous étiez parti. Merci pour cette intervention. Alors, le temps justement de lire les messages de nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent via nos différentes plateformes avant d'entrer rapidement dans la deuxième thématique à l'ordre du jour. Monsieur Six Charlson qui dit que la CEDEAO n'a pas été créée pour les intérêts des pays africains. C'est une filiale d'espionnage qui travaille pour les Occidentaux. Notre panafricaniste nous écrit, Monsieur Konan Kofi, qui souligne que la CEDEAO est un exécutant de la société secrète. Monsieur Madi Zangaré qui relève également qu'il faut refaire une nouvelle CEDEAO repartie à zéro. Monsieur Conan Bena Guessan qui martèle que la CEDEAO est divisée, l'hégémonie est terminée, et bien d'autres internautes qui ont validé, du moins qui se sont rangés derrière les analyses de Mme Linda Laba, oui, de Monsieur Gamal Abina et des autres invités justement dans le cadre de ce programme. Monsieur Skamis Dedi qui dit la CEDEAO en tant que telle n'a pas un problème. Le problème, c'est l'ingérence de la France. Et on n'oublie pas également un autre message toujours de Monsieur Skamis Dedi qui dit que le Mali doit être ferme et rigoureux sans complaisance.